Chers amis, bonjour. Cette semaine, je vous retrouve avec pour invité Antonio Impellizzeri. Nous allons parler de son livre Sauvons les TPE-PME du PGE Con. Je précise d'emblée donc que cette émission va aborder des sujets économiques, mais que nous allons évidemment essayer de rendre ces sujets les plus compréhensibles pour tous, donc à la fois des questions liées aux prêts garantis par l'État aux petites entreprises, mais aussi on abordera la question de l'économie selon le regard chrétien, de l'économie même selon saint Thomas d'Aquin. Ce sera la conclusion de l'émission. Donc, cher Antonio Impellizzeri, nous allons parler ensemble de votre livre. Avant de décrypter tous ces acronymes et d'aller au fond du sujet, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Tout d'abord, cher Alain Escada, je vous remercie beaucoup de m'avoir convié sur votre chaîne. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, je vais me présenter. Je suis donc Antonio Impellizzeri, j'ai 56 ans et je suis chef d'entreprise. J'ai ma propre entreprise depuis un peu plus de 17 ans. Alors, avant d'être chef d'entreprise, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été, euh, j'ai commencé à travailler dans l'expertise comptable parce qu'au départ, c'est ma formation de base. Et bon, après, j'ai eu d'autres opportunités. C'est là où j'ai commencé à travailler en dehors des cabinets d'expertise comptable. Bon, j'ai travaillé dans l'industrie, j'étais responsable comptable et financier. J'ai pu après rentrer dans le domaine de la santé et du médico-social, puisque j'étais directeur financier d'un grand centre hospitalier et j'ai également été directeur d'EHPAD. Alors j'ai fait aussi un passage dans l'enseignement comme prof d'économie et de gestion. Voilà. Donc maintenant, là, je suis depuis 17 ans, encore une fois, chef d'entreprise dans le secteur de l'aide à domicile. Voilà, donc ça c'est pour ma présentation. Et puis aussi, hein, quelque chose d'important, d'où le livre. Je suis depuis 3 ans président du collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs, le CIERP, que j'ai créé justement par rapport au problème des prêts garantis par l'État. Mais on va en parler et je vais faire de mon mieux pour que mes explications soient le plus compréhensibles possible, y compris pour les non-initiés. Alors, j'ajoute que vous êtes aussi membre du Conseil scientifique de Civitas International, et que donc, à ce titre, eh bien, voilà, on connaît votre engagement comme un entrepreneur catholique qui défend ses convictions. Tout à fait. Venons-en à votre livre et signalons tout d'abord qu'il est préfacé par Arnaud Hupinski. Sauvons les TPE-PME du PGE. Enfin la victoire du droit sur la finance. Voilà le titre complet de votre livre. D'abord, de façon pédagogique, résumons les trois acronymes du titre. TPE pour très petites entreprises, PME pour petites et moyennes entreprises et PGE pour prêt garanti par l'État. Rappelez-nous le contexte de ce prêt garanti par l'État. De quoi s'agit-il? Dans quel contexte? Le contexte du Covid? Mais expliquez-nous ça plus en détail. Alors, alors, pourquoi je me suis lancé dans la création de ce nouveau syndicat patronal avec le sujet initial du prêt garanti par l'État, le PGE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, lors de ce que j'appelle, n'ayons pas peur des mots, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, lors de l'opération Covid, dans la crise sanitaire, on a empêché les entreprises de travailler. Pour certaines, on leur a demandé carrément de fermer leurs entreprises. Et pour d'autres, il y a eu des très graves entraves à leur activité. Donc, ce qui fait que de très nombreuses entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer, mais vraiment drastiquement. Euh, pour certaines, elles n'avaient plus de clients du tout pendant des mois et des mois. D'autres ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'un pourcentage très élevé. Je prends l'exemple de mon entreprise.
moi, dès le mois d'avril 2020, donc c'est-à-dire un mois, quelques semaines après le début de cette opération, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait que une entreprise ne peut pas vivre. C'est comme un être humain. Si vous lui retirez son oxygène, l'entreprise, elle meurt par asphyxie. Donc, en fait, l'État a cherché à nous asphyxier. Je considère que c'est volontaire, mais on pourra en parler après. Et donc, du coup, par ce manque d'oxygène, les entreprises se sont retrouvées dans la grande difficulté pour payer tout ce qu'elles avaient à payer. Alors, c'est les dettes et les charges d'exploitation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tout ce qui est dettes et charges d'exploitation préalables à la crise. Parce que c'est bien beau, euh, on nous retire notre chiffre d'affaires, mais il faut bien continuer à payer tout ce qu'on a à payer préalablement. Donc, du coup, nos chers gouvernants ont eu une très bonne idée. Euh, J'expliquerai pourquoi pour eux c'était une très bonne idée, mais pas pour nous malheureusement. Euh, Ils ont eu cette idée lumineuse de nous contraindre à accepter de force, et je pèse mes mots, un prêt garanti par l'État, puisque, pour faire simple, les entrepreneurs qui se sont vus délester leur chiffre d'affaires ont été démarchés par les banques. Ça a été mon cas et le cas de nombreux de mes adhérents. Voilà. Donc en fait, comment que ça se passe? Vous avez votre banquier qui vous appelle et qui vous dit, voilà, monsieur, donc là, nous, on a eu des consignes par le ministère des Finances d'appeler tous nos chefs d'entreprise clients pour leur proposer un prêt qu'on appelle le PGE. Et donc, monsieur Impellizzeri, bah, il faudrait que vous le preniez parce que sinon, vous allez mettre la clé sous la porte. Donc moi j'ai rien demandé, on est venu me voir. Et puis effectivement, je me suis dit, je vais le prendre parce que, bon, puisque c'était un prêt prétendument garanti par l'État, je me suis dit, vu que c'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on empêchait les entreprises de travailler, vu que le prêt est garanti par l'État et que la situation économique commençait à être cataclysmique, donc là, je me suis dit, bon, ben voilà, le chiffre d'affaires ne va pas revenir, donc comme le prêt est garanti par l'État, ils vont faire comme dans d'autres pays, on pourra en parler, comme l'Allemagne ou les États-Unis, ils vont prendre en charge les pertes ou carrément le montant du prêt. Donc, naïvement, mais j'avais pas le choix, j'ai accepté de prendre cet argent. Au bout de quelques mois, cet argent, il a été absorbé, mais le chiffre d'affaires qui m'a été délesté n'est pas revenu. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ça c'est, on va dire, de la gestion élémentaire, quand, quand les gens font un prêt, le banquier, il va regarder si l'entreprise en question, c'est pareil pour les particuliers, a les capacités financières de remboursement. Donc, si je me base maintenant sur une entreprise, le banquier, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder si l'entreprise va pouvoir avoir un chiffre d'affaires supplémentaire qui va lui permettre de payer les échéances du prêt. Donc ça, c'est une chose. Mais là, c'était encore pire parce que non seulement il aurait fallu avoir un chiffre d'affaires supplémentaire, mais en plus, il fallait récupérer le chiffre d'affaires qu'on nous avait enlevé. Donc, mathématiquement, c'était impossible de rembourser ce prêt. Voilà, donc du coup, moi, j'ai essayé d'alerter nos représentants, que j'appelle des pseudo-représentants. Donc j'ai contacté tout d'abord les organisations patronales représentatives. Bon, bah, elles m'ont signifié une fin de non-recevoir. J'ai alerté plusieurs ministres. J'ai échangé en direct avec l'ex-ministre de l'économie, Le Maire. Donc lui, c'est pareil. Il a essayé de m'endormir. Pareil, j'ai essayé de contacter tous les premiers ministres, y compris le dernier, etc. Mais tout le monde fait la sourde oreille. Donc, du coup, pour répondre à votre question, Alain, le contexte, c'est celui-là. Et donc, vu que tout le monde me fermait la porte, je me suis dit, je vais prendre mon petit bâton de pèlerin et je vais créer moi-même un syndicat patronal. Voilà, je l'ai créé. Maintenant, ça fait 3 ans qu'il existe. Et je me bats, j'essaye de me faire connaître. Bien, merci à vous, Alain, de m'accueillir sur votre chaîne, parce que les chaînes, on va dire, officielles, bah, comme par hasard, elles ne m'invitent pas. On le sait pourquoi, bien sûr. Je vois votre sourire, Alain, mais on se comprend. Voilà, on pourra expliquer pourquoi, mais je pense que tout le monde commence à comprendre. Alors, donc du coup, je crée ce syndicat,
Et donc, bah, écoutez, voilà, maintenant ça fait 3 ans, j'essaye de me faire connaître. Et bon, j'ai écrit un livre, hein, pour permettre aux chefs d'entreprise, bah, de retrouver les clés de leur entreprise parce que j'ai développé, grâce notamment à Monsieur Lipinski qui explique ça dans sa préface, en fait une sorte de méthode initiatique pour permettre aux chefs d'entreprise de retrouver les clés de leur entreprise et de rechercher au fond d'eux le courage, un courage qui est enfoui. Parce qu'en fait, c'est très simple, hein, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, moi je ne suis pas un surhomme. La méthode que j'ai développée, c'est tout simplement bloquer légalement les remboursements de ce prêt garanti par l'État. Et donc, bon, bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'attaquer sa banque, hein, mais avant de l'attaquer, la banque, bien sûr, il faut leur faire des courriers. Tous ces courriers sont téléchargeables sur le site. Et ensuite, si la banque ne veut rien savoir, ben écoutez, il faut la signer devant un tribunal de commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, ça fait 3 ans que ça dure. Mais là, tiens, pour tout vous dire, là, j'ai eu une audience là juste avant les fêtes. Ça s'est hyper bien passé. Franchement, j'ai trouvé des juges vraiment qui étaient à l'écoute et qui, c'est tellement rare, mais là, je tiens à le souligner, je suis tombé sur des juges qui ont vraiment eu l'air impartiaux et qui étaient très à l'écoute. Et donc, sincèrement, que ce soit mes avocats ou moi-même, nous sommes très confiants et logiquement, si Dieu le veut, pour le printemps de cette année, je devrais avoir une super nouvelle. Voilà. Donc, Antonio, votre livre s'adresse à ces nombreux chefs d'entreprise qui se sont massivement laissés enfermer dans le piège de ce prêt garanti par l'État. D'abord, combien sont concernés? Pour répondre à votre question précisément, il y a eu près de 700 000 PGE accordés. 700 000 entreprises, on va dire. Voilà. Et Et si on réduit aux TPE-PME, ça... c'est quasiment que des TPE-PME. Alors D'accord. pour être précis, il y a eu en nombre, il y a 94% des entreprises qui ont pris un PGE qui étaient des TPE. Alors qu'est-ce que c'est que les TPE, très petites entreprises? C'est des entreprises qui ont un effectif de moins de 10 personnes et un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est des entreprises qui n'ont aucune capacité financière de Bien remboursement. sûr. En montant des PGE, ça représentait sur un total de 144 milliards, 37% des PGE, donc 53 milliards. Ensuite, vous avez eu 6% des entreprises qui étaient des PME, petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est des entreprises un peu plus grosses, hein, euh, effectifs d'au moins 10 personnes, et chiffre d'affaires à partir de 2 millions d'euros, mais moins de 50 millions d'euros. Alors là, c'est des capacités de financement, de remboursement mitigées, on va dire. Et là, en montant, c'était 55 milliards. Donc, on va dire que si vous prenez TPE, PME, là, on arrive presque à 100%. Voilà. Et après, bon, bah, ça a été les ETI, des entreprises encore plus grosses, et puis des grandes entreprises. Alors, les très grandes entreprises, elles ont eu 25% du montant des PGE, alors qu'elles représentent à peine 0,01% des entreprises. Pour faire simple, si je prends une entreprise comme Air France KLM, elle a eu 4 milliards d'euros de PGE. Si je prends Renault, 5 milliards d'euros de PGE. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout le monde comprend qu'en fait, c'est que les très petites entreprises quasiment qui ont eu ces PGE. Et puis, les très petites entreprises, c'est les entreprises qui n'ont pas les capacités financières de remboursement. Bien Voilà. sûr. Alors, votre objectif est de leur proposer à ces chefs d'entreprise un kit de sauvetage, c'est bien ça? Et donc d'être très pratique dans la façon de résoudre ce piège dans lequel ils sont tombés. Oui, 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 oui. Donc, en fait, ce que je mets à leur disposition, c'est des courriers tout simples de demande de renseignements à leur banque, euh, en faisant la personne qui est étonnée du pourquoi la banque, on va dire, ne prend pas en compte tout ce qui a pu être permis aux grosses entreprises. Ça, c'est un point très important parce qu'il faut savoir qu'il y a des très grosses entreprises
très certainement amis du pouvoir, qui se sont vus effacer en catimini, pour certaines plus de 100 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Et nous, les On petites viendra, oui, entreprises, sur cette discrimination-là. voilà. Et nous, les petites entreprises, ben nous, on nous laisse à notre triste sort. Donc, dans le courrier, on dit voilà, comment que ça se fait, monsieur ou madame le banquier, que à nous, vous ne nous proposez pas un abandon de créances. Pourquoi les grosses entreprises, elles se sont vues accorder un abandon de créances? Donc, je ne comprends pas, hein. Je suis bête, hein, je suis un pauvre petit chef d'entreprise. Donc, je vous pose la question, hein, voilà. Et donc, je voudrais savoir si on peut trouver une solution. Donc voilà. Bon, en général, ils vous répondent pas. S'ils vous répondent pas, il y a un deuxième courrier. Et puis après, s'ils vous prennent encore pour des imbéciles, parce que c'est leur spécialité, et donc du coup, après, bah, vous les mettez en demeure. Et puis, si s'ils veulent pas, on va dire, s'exécuter, eh ben, dans ce cas-là, vous les assignez devant un tribunal de commerce. Donc là, le CIRP, il propose à ses adhérents plusieurs avocats, des avocats aguerris. Et donc, c'est parti. Et puis après, vous bloquez vos remboursements de façon légale, je le tiens à souligner, et il ne peut rien vous arriver. Et quand vous bloquez vos remboursements, ça vous fait une bouffée d'oxygène et ça vous permet de tenir en attendant qu'une solution politique sur laquelle je travaille d'arrache-pied, avec, pas tout seul, avec d'autres personnes de très haut niveau, euh, de, donc je me répète, de façon à obtenir une solution politique. Et donc, ça permet de tenir et de ne pas mettre la clé sous la porte. Voilà, tout simplement. Après, on pourra parler de ces solutions politiques. Tout à fait. Vous sous-titrez votre livre Enfin la victoire du droit sur la finance. N'est-ce pas présomptueux? Est-ce vraiment possible? Et votre syndicat a-t-il obtenu de réelles victoires jusqu'à présent? Alors, j'aimerais bien vous dire oui, de réelles victoires définitives, mais de réelles victoires, on en a obtenu, mais pas celles qu'on attend, c'est-à-dire l'effacement des PGE ou un jugement favorable définitif. Pour l'instant, c'est extrêmement lourd. Moi, je suis le premier à avoir assigné ma banque, hein. J'ai également assigné ma, j'ai également assigné l'État devant le tribunal administratif et il y a aussi une procédure devant le Conseil d'État, mais on va en parler. Mais si je parle, on va dire des procédures individuelles des entreprises, que ce soit la banque ou le tribunal administratif. Parlons de la banque. Moi, encore une fois, je suis le premier à l'avoir fait et ça fait 3 ans que ça dure. Donc, les gens vont dire, oh oui, mais bon, c'est un beau parleur, il n'obtient pas de résultats, etc. Vous savez comment sont les gens, hein. Mais le beau parleur, si on m'affuble de ce nom d'oiseau, bah, en tout cas, il a fait ce qu'il faut et il rembourse pas son PGE. Et il peut survivre. Donc là, c'est déjà une première victoire. Deuxième victoire, c'est que tout simplement, bah, les banques, leur malignité, même si c'est pas médiatisé sur les médias mainstream, bah, les banques, elles sont déjà préalablement mises au pas. Elles peuvent rien faire, elles peuvent pas vous attaquer puisque vous avez fait les choses légalement. Et encore une fois, vous avez une bouffée d'oxygène. Alors après, moi, ça fait 3 ans que ça dure. Pourquoi ça fait 3 ans que ça dure? Parce que les banques sont dans l'extrême difficulté, elles le savent. Elles le savent qu'elles ne peuvent pas contrer nos arguments, les arguments du CIRP, puisque ce qu'elles ont fait, ça s'appelle du soutien abusif. On ne prête pas de l'argent à des entrepreneurs quand on sait pertinemment qu'elles n'ont pas les capacités financières de remboursement. Parce qu'il faut savoir que c'était là, pareil, ça jamais j'avais vu ça. Ils ont rien demandé, hein. Ils m'ont pas demandé de bilan, ils m'ont pas demandé d'études chiffrées, etc. J'ai pas eu d'entretien avec mon banquier, etc. Hop, ils m'ont filé 400 000 euros. Non, 400 000 euros. Ils m'ont octroyé à peu près 100 000 euros de PGE qui représentaient à l'époque un quart du chiffre d'affaires de mon entreprise. Comment Voilà. établissait-il le montant du PGE? Alors là, c'était un pourcentage qui était calculé en fonction du chiffre d'affaires ou bien de la masse salariale. Voilà, il suffisait juste d'une attestation de l'expert comptable. Voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires ou j'ai fait tant de masse salariale. Et puis ils avaient un calcul et puis vous attribuez ça sans aucune vérification des capacités financières de remboursement. Donc, si vous voulez, nous, les chefs d'entreprise, on a eu le couteau sous la gorge.
C'était ça, on mettait la clé sous la porte tout de suite par asphyxie. Donc, c'était simple, hein, on n'avait pas le choix. Et donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, ça, c'est une autre victoire. C'est une autre victoire. Puisque ne pas rembourser une banque, en la mettant devant le fait accompli qu'elle n'a pas respecté les règles de droit, d'où le titre qui n'est pas présomptueux, puisque effectivement, on pourrait croire que c'est présomptueux, mais enfin la victoire du droit sur la finance. Parce que là, la finance, cette hydre destructrice de l'économie réelle, bah, comme d'habitude, elle va se dire, oh, les pauvres petits chefs d'entreprise, bon, bah, ils vont plier comme d'habitude, hein, nos chers esclaves, ils vont plier. Ben non, hein, leurs chers esclaves, ils ont fait ce qu'il faut, et puis tout simplement, ils ont utilisé les règles de droit. On s'est engouffré dans ce vide juridique, qui n'est même pas un vide juridique d'ailleurs, puisque leur boulot, c'était de vérifier les capacités financières de remboursement. Donc, du coup, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur arrosé. Cependant, vous rappelez que les entrepreneurs doivent se mobiliser de toute urgence en raison du délai de prescription. Expliquez-nous cela. Quel est justement ce délai de prescription? Alors, le délai de prescription, c'est surtout si on attaque l'État devant le tribunal administratif. Donc là, malheureusement, je crois que ça va être un peu dur, parce que s'il y a un délai de prescription de 4 ans, c'est une prescription quadriennale. Alors, euh, pour les entrepreneurs qui ont pris leur PGE en dernier, alors, sauf erreur de ma part, je crois que les derniers PGE ont été accordés fin 2022. Donc, peut-être qu'encore qu'ils pourraient attaquer l'État devant le tribunal administratif. Mais sinon, il n'y en aura pas beaucoup dans ce cas-là, mais voilà pour la prescription quadriennale. Mais sinon, attaquer sa banque, là, vous pouvez l'attaquer toujours maintenant, même si vous avez eu votre PGE en 2020, hein. Et donc, pourquoi il y a urgence? Parce que plus vous allez attendre, sauf si bien sûr vous pouvez rembourser, du coup, si vous avez récupéré votre chiffre d'affaires, pas de problème, remboursez-le. Si vous avez envie de payer quelque chose qui est indu, c'est votre problème. Mais si vous avez envie de vous battre et de faire régner la justice, et surtout si vous n'avez pas, si vous avez d'autres difficultés par ailleurs, et que cet argent indu pourrait être utilisé pour d'autres choses, ben, vous pouvez bloquer vos échéances de remboursement en utilisant la méthode SIRP. Vous soulignez que les grandes entreprises ont bénéficié de manière privilégiée d'abandon de créances, contrairement aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Une discrimination donc de plus au profit de la haute finance? Tout à fait. C'est ma question. Est-ce que c'est la haute finance qui bénéficie de cela? Et disons une sous-question, à qui profite le crime? Et dans quelle mesure cette opération a-t-elle visé à réduire drastiquement le nombre de TPE, PME au profit des grandes entreprises? Alors, je vais essayer d'être pédagogique. Pourquoi effectivement, Alain, euh, je considère, je ne suis pas le seul, que cette opération a été orchestrée pour transférer le patrimoine des classes moyennes, du moins le peu qu'il leur reste comme patrimoine, vers les classes les plus aisées. Comment ça peut être possible? J'explique. En prenant l'exemple de ma petite entreprise. Donc, moi, j'ai j'ai donc été contraint de prendre ce prêt, qui représentait à l'époque un quart de mon chiffre d'affaires. Donc, ce prêt, comptablement, il va dans les dettes au passif du bilan. Donc, et si par exemple, vous évaluez la valeur de votre entreprise, vous êtes obligé de retirer la dette du montant de cette valeur. Donc, pour une petite entreprise, si vous retirez déjà le montant de son prix qui représente un quart de son chiffre d'affaires, sachant que quand vous évaluez une entreprise en général, justement, en général, ça dépend les secteurs d'activité, mais je vois pour le mien, une entreprise, elle vaut un quart justement de son chiffre d'affaires. En général, c'est comme ça qu'on calcule, hein. Donc, donc, vous avez compris, moi, dans mon cas, mon entreprise, elle vaut zéro. Donc, déjà, je suis ruiné. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc maintenant, ils le font plus parce qu'ils commencent à me connaître. Ils vous appellent, donc les gros patrons dans mon secteur d'activité. Donc, ils vous appellent, ils disent voilà, bonjour, monsieur Impellizzeri. Donc déjà, ils vous flattent, etc. Puis après, ils vous disent voilà, donc nous sommes un grand groupe. J'imagine que ça doit être un peu dur en ce moment. Est-ce que vous seriez d'accord? Pourquoi pas? On est là pour vous aider. Euh, Vous pourriez vous adosser votre entreprise à la nôtre, hein, on a les moyens, etc. Donc on va vous la racheter. D'accord. Et vous me la rachetez pour combien, monsieur? Ben, on va vous la racheter pour 1 euro symbolique. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, puisque mathématiquement, elle vaut zéro. Pourquoi? Donc c'est facile pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, moi, le petit chef d'entreprise, on me dépouille, et mon patrimoine, ma petite entreprise que j'ai essayé de faire grandir avec la sueur de mon front et pas de moi et de mes collaborateurs, et ben voilà, elle vaut plus rien. Et donc les gros patrons, en général, qui ne servent pas Dieu, ça c'est un autre sujet, ils servent maman, et ben eux, ils se retrouvent avec mon entreprise pour 1 euro, et moi, ben, je me retrouve, je deviens pauvre. Je deviens pauvre. Je deviens pauvre, mais tant mieux à la rigueur que je devienne pauvre, parce que devant le Seigneur, il saura, je l'espère, m'aider au moment voulu, ce qui ne sera pas le cas des autres qui veulent s'accaparer mon entreprise pour 1 euro. Donc voilà, donc c'est très simple. Alors ça, c'est la première technique. Ensuite, deuxième technique, grâce à l'appui des banques, et là, les internautes vont comprendre l'extrême malignité des banques. Comment que ça se passe? Eh ben, en fait, les gros patrons, ils vont toquer à la porte des tribunaux de commerce en attendant que la pauvre petite boîte qui n'arrive plus à rembourser son PGE, eh ben, elle soit liquidée. Alors là, j'en viens aux techniques utilisées par ce que j'appelle la finance étatique, c'est-à-dire euh, l'État et les grands groupes au service de l'État et l'État au service des grands groupes. Oui, voilà. L'État au service des grands groupes. Donc, pour revenir sur ce que je disais, euh, moi, je martèle ça depuis de nombreux mois, que l'État a tout intérêt à effacer les PGE. Pourquoi? Parce que s'il efface les PGE, du moins si les banques effacent les PGE sur ordre de l'État, l'État n'a pas à leur verser la garantie de 90%. Alors, pareil, je vais essayer d'être simple par rapport à ça. Donc, je résume. Au moment de cette crise, les banques ont octroyé des prêts garantis par l'État. Et on nous a dit, si ces prêts ne peuvent pas être remboursés par les entrepreneurs, l'État se chargera de payer une garantie de 90% à la banque. Donc, pour un prêt de 100 000 euros, si l'entreprise ne peut pas le rembourser, l'État verse 90 000 euros à la banque. Ça, c'est ce qu'on appelle la garantie de l'État. Donc, là, vous allez comprendre où réside la malignité. Ça veut dire que quand, quand le chef d'entreprise ne peut plus rembourser ne serait-ce qu'une première échéance de remboursement, comment que ça se passe? La banque, elle en informe l'État. Elle dit voilà, j'ai l'entreprise X, ça fait 2 fois que je fais des mises en demeure, elle ne peut pas me payer, donc moi là, je veux que vous me versiez la garantie de 90%. Ça, c'était dans la loi. Donc, donc je le répète, dès le premier défaut de paiement, la banque, elle touche 90% du montant du prêt, direct. Et donc, c'est pas fini. Elle a bien touché cet argent sur son compte, mais pour pouvoir le garder définitivement, officiellement, elle est obligée de conduire l'entreprise devant un tribunal de commerce pour que cette entreprise soit liquidée. Donc, vous imaginez. Donc là, c'est extrêmement... c'est machiavélique. C'est machiavélique. Donc, donc, vous comprenez que là, que l'État est en accord avec ce système. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
Si l'État donne l'ordre aux banques d'effacer les PGE, c'est marqué dans la loi, elles n'ont pas à payer les 90% de la garantie. Donc, si vous voulez, les gens vont me dire, ils vont dire, mais je ne comprends pas, alors, si l'État ne verse pas les 90%, la banque, comment elle fait à se payer? Donc, elle perd son argent. Eh bien non, puisque en plus, elle a vendu tous ses prêts par paquet, c'est ce qu'on appelle la titrisation, sur les marchés financiers. Et donc, j'explique rapidement qu'est-ce que c'est que la titrisation. Donc, en fait, les banques, elles octroient des prêts aux gens. D'ailleurs, elles font ça aussi avec les prêts des particuliers. Donc, prenons les PGE. Donc, c'est pareil. Donc, voilà, on va dire que la banque X, elle a accordé, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros de prêt à 10 entreprises. Eh bien, elle prend ces 1 million d'euros de prêt et elle va les vendre sur les marchés financiers. Alors bon, je ne rentre pas trop dans la technique parce qu'elles utilisent des sociétés intermédiaires, ça s'appelle des véhicules de titrisation. Voilà. Et donc, ces sociétés intermédiaires en général qui leur appartiennent, hop, elles s'occupent de la démarche et elles vendent les prêts par paquet de façon anonyme, ça c'est important, à la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne, elle crédite le compte des banques pour le montant total du prêt. Et en plus, à l'époque, quand elle l'avait fait au début de l'opération, donc elles ont bénéficié les banques de taux négatifs. Ça veut dire que quand elles vendent un prêt de 100 000 euros, la Banque Centrale Européenne, elle leur crédite 110 000 euros sur leur compte. Donc voilà. Donc ça veut dire que vous l'avez compris. Donc non seulement les banques, elles récupèrent leur argent déjà une première fois avec bonus en vendant le prêt sur les marchés financiers. Deuxième fois, premier défaut de paiement. Et comme ça ne leur suffit pas, paf, elles conduisent l'entreprise jusqu'à la liquidation. Alors, donc là, il faudrait savoir ce qu'on veut, mesdames et messieurs les ministres ou monsieur le Premier ministre. Vous dites que vous ne pouvez pas sortir un budget. Ben moi, je le martèle, vous pouvez pas sortir un budget parce que vous n'avez pas envie de le sortir, le budget. Parce que si vous effacez les PGE, déjà rien que ça, et je parle que des très petites entreprises, la garantie de l'État à payer rien que pour les petites entreprises, je l'avais chiffré à peu près à 30 milliards. Et ça, on va dire que c'est une première chose. Donc en tout, je ne rentre pas dans la technique des calculs, etc., parce qu'il faut avoir des connaissances en fiscalité, etc. Donc je ne vais pas embêter les gens avec tout ça. Mais tout calcul fait, rien qu'en effaçant les PGE des très petites entreprises et des PME, c'est minimum 60 milliards d'euros qui rentrent directement au budget de l'État. Donc après, il suffit de prendre quelques mesures d'économie, parce que ça c'est pareil, on pourra en prendre des économies, on pourra en faire des économies. Et donc ça, moi je le martèle, euh, la France pourrait présenter un budget à l'équilibre. Et si je reviens sur le sujet des PGE, ça redynamiserait l'économie de façon spectaculaire. Parce que alors là, donc là c'est pareil, bon là tout le monde ne va peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais pour faire simple, au niveau comptable, quand une entreprise a une dette, elle est au passif de son bilan. Donc si l'État donne l'ordre aux banques d'effacer les PGE, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue comptable? La dette va être transformée en produit. Donc c'est comme si vous aviez un bénéfice net comme ça qui tombe du ciel. Et donc imaginez les entreprises. Une petite entreprise qui a eu 100 000 euros de prêt. Eh ben, c'est comme si d'un coup de baguette magique, il y avait 100 000 euros qui rentraient de bénéfices nets. Donc avec ça, vous imaginez, au niveau de l'économie, comme ça serait spectaculaire. Avec 100 000 euros, les entreprises pourraient recommencer à investir, etc. Et donc, ça redynamiserait l'économie. Mais ça, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué au Premier ministre, hein, également au ministre des Finances. Mais bon, il y a pas de son, pas d'image, hein. Et j'ai essayé de solliciter les médias mainstream, personne ne veut m'inviter. Question un petit peu pertinente, mais est-ce que vous ne croyez pas que tout ça entre précisément dans le projet du Forum économique mondial de Davos et que voilà, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, avait dit Klaus Schwab. L'idée n'est-elle pas précisément, à travers ce type d'opération, de faire le ménage, entre guillemets, selon leur concept, d'éliminer un très grand nombre de petites entreprises et surtout de très petites entreprises
et en fait de rendre l'économie au service uniquement de la haute finance. N'est-ce pas ça le vrai plan? Ben, j'ai envie de dire oui, c'est même sûr et certain. C'est même sûr et certain. D'ailleurs, Klaus Schwab, dans son livre qu'il avait sorti quelques mois avant le début de l'opération Covid, il avait déjà écrit, si j'ai bonne mémoire, que par rapport aux restaurants, que 75% des restaurants Exact. allaient fermer. Donc, l'opération n'était même pas commencée, que déjà il avait prévu que les petits restaurants allaient fermer. Il avait même écrit, si j'ai bonne mémoire, que ça serait mieux pour les gros restaurants, les grosses chaînes de Exactement. restaurants. Exactement. Et ça ne bénéficierait qu'aux grandes chaînes de restaurants internationales. Et donc, voilà, on voit bien qu'il y a une volonté d'éliminer toute la classe moyenne et tous les petits entrepreneurs. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Monseigneur Vigano, il l'avait très bien compris, hein. D'ailleurs, il m'avait apporté son soutien et lui-même, il avait confirmé avec encore plus de détails que ce que je disais et ce que vous venez de dire, Alain, c'est tout à fait ça, hein. C'est le transfert des richesses des classes moyennes vers les plus riches. De façon, effectivement, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Mais bon, le problème avec eux, c'est qu'il faut tout inverser. Eux, ils vont être heureux, mais pas nous, malheureusement. Absolument. Bien sûr. Mais ils Euh, posséderont tout. Et ils posséderont tout. Donc, on en est là, on en est là. C'est triste, c'est vraiment triste parce que moi, je pense que toutes ces personnes-là, il leur manque parce qu'on a ce qu'on a, nous, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas cette étincelle divine qui fait que naturellement, on est au service de notre prochain et, et on veut au-delà de notre satisfaction, c'est que tout le monde puisse vivre en harmonie. Eux, ils ne pensent qu'à eux. C'est de l'égoïsme, j'ai envie de dire, c'est plus que de l'égoïsme, c'est du satanisme, hein. N'ayons pas peur des mots. On en est là. On va revenir sur ce sujet, mais donc, euh, Antonio, vous avez donc quand même un vrai projet de kit de survie que vous présentez aux entrepreneurs qui veulent, avec vous, défier ce système. Pour autant, votre syndicat ne s'adresse pas qu'aux chefs de l'entreprise ayant souscrit un prêt garanti par l'État, n'est-ce pas? Tout à fait, Alain, puisque effectivement, tout le monde l'a compris que j'ai créé ce syndicat sur ce premier sujet, mais c'est un syndicat à part entière, hein, qui doit se faire connaître, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai besoin de financement. On pourra en parler, hein. Mais bon, on continue, j'y travaille. Effectivement, ce syndicat, c'est un syndicat à part entière, hein, qui est là pour jouer son rôle de syndicat, conseil juridique, conseil de gestion, conseil dans les affaires, hein, pour tout type d'entreprise, tout secteur. Et il s'adresse à tous les chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai que moi, je suis catholique, hein, et, effectivement, je suis passionné par l'économie au service du bien commun. Et effectivement, je voudrais également que le CIERP, ça c'est mon souhait, que le CIERP sert aussi quelque part à former les chefs d'entreprise qui ont envie de mieux s'informer, de mieux connaître pour mieux les combattre, les désordres du monde moderne, ce monde moderne qui est révolté contre la loi de Dieu. Parce que c'est ça qui se passe. Alors justement, Euh, abordons maintenant cette dimension spirituelle de votre combat. Votre syndicat arbore Saint-Michel dans son logo, un Saint-Michel qui terrasse non pas le dragon, mais la haute finance ou les banksters ou les deux. oui, 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 c'est tout à fait, c'est un banquier, ouais, qui est écrasé. Donc voilà, alors il est écrasé doucement, hein, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, voilà. Donc, les Saint-Michel, ils souhaitent sauver son âme à ce pauvre banquier. Donc, on lui demande de faire preuve pour une fois de moralité. Et donc, Saint-Michel lui dit, voilà, bon, toi-même, tu aimes bien écraser les petits chefs d'entreprise, mais tu peux encore sauver ton âme. Si tu ne veux pas te retrouver en enfer avec Macron, eh ben, il va falloir que tu fasses preuve de moralité. Et donc, écoute le petit chef d'entreprise Antonio Impellizzeri et il n'y aura pas de problème parce que Antonio Impellizzeri, il fait tout pour plaire à Dieu, mais toi, tu plais pas à Dieu. Donc,
tu seras jugé comme Monsieur Impellitteri. Donc, tu ferais mieux de réfléchir parce qu'il te reste encore quelques années à vivre. Alors, profites-en. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, effectivement, ouais, effectivement, quand j'ai créé le CIERP, je me suis dit, euh, il faut, il faut que j'ai une aide de l'au-delà. Et j'ai tout de suite pensé à Saint-Michel, qui, comme tout le monde sait, qui est le chef de la milice céleste. Et donc, c'est le champion de la vérité, c'est le champion de la lutte contre le mal. Et ce mal, je l'ai identifié tout de suite. Et dans mon sujet, c'est la haute finance. On le voit bien dans tout ce qui se passe, hein. La haute finance veut tout s'accaparer, hein. On le voit bien avec les agriculteurs, que c'est encore un problème de haute finance. On le voit dans tout, en fait. Tout à fait. Absolument, ce sont les mêmes. Et BlackRock et Vanguard et tous les fonds d'investissement qui, avec les multinationales, cherchent à s'accaparer les biens de toute la classe moyenne. Voilà, voilà. La finance étatique, hein, l'État au service des banques et des grands groupes, et les banques et les grands groupes au service de l'État. Alors, vous avez aussi réalisé récemment une vidéo sur la pratique vertueuse de l'économie en vous référant à saint Thomas d'Aquin. Pouvez-vous développer cela pour nos auditeurs de façon synthétique, ce Ouais. qui n'est pas facile, et afin de leur donner envie d'écouter cette vidéo et bien sûr de vous rejoindre dans ce combat d'entrepreneurs chrétiens? Ce qu'il faut savoir, c'est que saint Thomas d'Aquin, donc c'est un théologien et philosophe, c'était un savant qui a vécu au XIIIe siècle, à l'époque du grand roi Saint Louis. Donc, il faut savoir aussi que saint Thomas d'Aquin, il a été professeur à Paris, à la Sorbonne. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui a analysé la parole de Dieu. D'ailleurs, j'aime bien dire ça, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Il a eu une apparition de Jésus et Jésus lui a dit tu as bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en échange? Et saint Thomas lui a répondu je ne veux que vous, Seigneur. Voilà, donc c'est vrai que moi, ça m'impressionne quand j'entends des choses pareilles. Une capacité comme ça à s'effacer et pour Dieu, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que saint Thomas d'Aquin, on va dire, il fait partie de mes maîtres à penser. Alors, saint Thomas d'Aquin, il a, il a analysé la parole de Dieu et donc il a développé des tas d'items, notamment sur l'économie. Donc vous pouvez retrouver ça dans pas mal de ses ouvrages, et notamment dans la somme théologique, dans la partie Secunda Secundae, où il parle de différentes choses. Dans sa partie qui parle de la justice, alors il intègre l'économie dans la partie justice, et dans la partie, quand il parle d'économie, il va parler surtout alors, il parle du juste prix, il parle de l'usure, le prêt à intérêt, il parle de la propriété privée, il parle du commerce et du profit, et il parle aussi de travail et de salaire. Donc, je vais vous en parler rapidement. Je vais vous en parler rapidement. Et j'invite encore une fois les internautes, pour ceux qui seraient intéressés, à aller voir la dernière vidéo que j'avais faite par rapport à ce sujet-là, donc sur la chaîne du CIERP. Voilà. Donc alors, si on parle du juste prix, bon, je vais tenter de vous faire une synthèse claire et structurée des principaux apports du grand saint Thomas d'Aquin à la réflexion économique avec les items que je vous ai cités. Bon, le juste prix. Bon, le juste prix, ce qu'on peut dire, c'est que saint Thomas rejette l'idée qu'un prix soit intrinsèquement déterminé par les coûts de production, comme pouvaient le penser certains canonistes antérieurs. Alors des canonistes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les canons de l'Église. Les canons de l'Église, je parle sous votre contrôle, Alain, c'est toutes les règles que les fidèles doivent suivre, c'est les règles de morale pour que tout le monde puisse vivre en parfaite harmonie, si je résume bien. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, saint Thomas rejette l'idée qu'un prix soit intrinsèquement déterminé par les coûts de production, comme le pensaient certains canonistes antérieurs.
ou par le seul décret de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour saint Thomas, le juste prix est fondamentalement le prix du marché courant. Ça s'appelle le communitaire vendi potest en latin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce prix du marché courant? C'est le prix qui s'établit par l'estimation commune des acheteurs et des vendeurs en l'absence de fraude, de monopole ou de nécessité extrême. Ce qu'il faut savoir, c'est que saint Thomas admet quand même des correctifs charitables. On peut vendre moins cher, bien évidemment, à un pauvre, ou acheter plus cher à quelqu'un dans le besoin. Il faut toujours avoir en tête la moralité. Parce que, pour un exemple simple, voilà, oui, on est dans une période, par exemple, on va être dans une période de famine, je ne le souhaite pas, bien sûr, hein. Mais imaginons que on continue avec ce qu'on est en train de faire subir à nos pauvres paysans. Et ben, malheureusement, il risque d'y avoir plus rien dans les frigos. Bon, euh, imaginons on se retrouve dans l'extrême nécessité, il faut qu'on achète une baguette de pain. Donc, on va voir un boulanger. Donc, le boulanger, si on va dire, il, euh, il a de la moralité, il va se dire, bon, ma baguette, elle vaut 1 euro, je vais pas lui donner à ce pauvre monsieur gratuitement parce que je respecte sa dignité, je vais lui faire à 10 centimes. Mais par contre, si vraiment la personne n'a même plus 10 centimes, le boulanger, s'il a de la moralité, il va lui faire gratuitement. Pour faire simple, hein, je caricature, mais je suis très proche de la vérité, hein. Voilà ce qu'on appelle le juste prix. Alors après, on peut continuer hein, sur le deuxième sujet, l'usure, le prêt à intérêt. Alors, il faut savoir que saint Thomas condamne fermement le prêt à intérêt sur l'argent en s'appuyant sur Aristote. Mais on va voir après que il est quand même souple. Donc en fait, au départ, saint Thomas il dit que, comme Aristote d'ailleurs, que l'argent est stérile par nature. Il est un bien fongible qui est destiné à être consommé dans l'usage. La fongibilité, c'est justement la consommation. Quand on dit qu'un bien est fongible, c'est un bien qui est destiné à être consommé par son usage. Alors, et c'est pour ça que je répète que, sachant que l'argent est considéré comme stérile, et d'ailleurs, il est plus que considéré comme stérile, il est stérile par nature. Et donc, comme c'est un bien qui est destiné à être consommé dans l'usage, exiger un surplus quand on prête de l'argent, c'est contre nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette condamnation de ce prêt, c'est cette L'usure. condamnation des intérêts sur le prêt à la consommation, c'est resté la doctrine officielle de l'Église jusqu'en 1830 environ. Mais après, il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs solutions de contournement qui se sont multipliées dès le XIIIe siècle. Parce que là, on n'aura pas le temps d'expliquer, mais même au temps de Saint Thomas d'Aquin, il a expliqué que un prêteur, si lui-même, ça lui crée, on va dire, un préjudice, entre guillemets, de prêter de l'argent, alors, parce qu'avec cet argent, il aurait pu l'utiliser pour lui-même et pour ses besoins raisonnables, si en plus, par charité chrétienne, il prête cet argent, et ben quand même, il a droit, entre guillemets, d'avoir une petite récompense et d'avoir un petit intérêt raisonnable. Donc déjà, saint Thomas, il permettait l'intérêt, cet intérêt raisonnable. Et après, ce que je disais, c'est qu'après, il y a d'autres économistes qui se sont basés sur saint Thomas d'Aquin et sa souplesse, pour pouvoir permettre un peu plus officiellement l'intérêt sur les prêts. Voilà. Donc c'est parce qu'il faut pas croire on va dire qu'un prêteur qui serait catholique, il condamnerait complètement le prêt, les intérêts, pas du tout, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut toujours avoir en tête que rien ne peut se faire sans avoir de la moralité. Comme je dirais que en matière économique, d'ailleurs c'est ce que j'écris un peu dans mon livre, c'est que je considère que, particulièrement en matière d'économie, chacun
doit poser des actes moraux en prenant en compte l'autre dans son calcul économique. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à vivre en harmonie. Voilà. Alors après, saint Thomas d'Aquin, parmi ses items, il a parlé aussi de la propriété privée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la propriété privée n'est pas de droit naturel absolu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien évidemment, euh, c'est beaucoup mieux d'être propriétaire. Et d'ailleurs, l'Église est pour la propriété privée. Euh, et donc, la propriété privée pour saint Thomas, elle est légitime parce que dès l'instant qu'elle est utile au bien commun. Et pourquoi elle est légitime et utile au bien commun? Parce que quand on est propriétaire, eh ben, ça incite au travail, ça évite les conflits. Et quand on est propriétaire, eh ben, on a plus tendance à bien administrer son bien. Alors, par rapport à ça, il y a une notion importante qui est développée par saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la propriété privée, elle doit rester subordonnée au bien commun et à la destination universelle des biens. Alors, la destination universelle des biens, c'est que un homme dans l'extrême nécessité peut prendre ce qui appartient à autrui. Ah là, bon, les gens vont être choqués là. Oh non, on va me prendre ce qui appartient à autrui. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que le superflu doit être partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui dépasse les besoins raisonnables d'une personne ou d'une famille doit servir aux pauvres. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est riche à millions, comme un pauvre, il a des besoins aussi, hein, il a besoin de manger, il a besoin de nourrir sa famille, il a des besoins raisonnables. Il a il a d'autres besoins que de manger, mais voilà, il a des besoins raisonnables, comme tout le monde. Mais tout ce qui est en dehors des besoins raisonnables, c'est ce que saint Thomas d'Aquin nomme à très juste titre le superflu. Et le superflu, d'ailleurs, comme l'a dit notre Seigneur Jésus, il doit servir aux pauvres. Donc, mesdames et messieurs, d'ailleurs, j'en ai sollicité quelques-uns, ils m'ont signifié une fin de non-recevoir. Je leur avais demandé de financer le développement du CIRP, hein, des catholiques. Hein, voilà. Je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas les livrer à la vindicte populaire. Hein, ils sont très connus. Hein, ils m'ont envoyé balader. Hein, donc, ils sont riches à millions, hein, même multimillionnaires. Hein, et donc, j'ai essayé de leur expliquer qu'ils avaient des besoins raisonnables et que s'ils voulaient atteindre le royaume de Dieu, tout simplement, ils devaient se séparer de leur superflu et en faire bénéficier aux pauvres chefs d'entreprise que je suis et qui essayent d'œuvrer depuis 3 ans pour le bien commun de son prochain. Ben non, 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 ben ils ont préféré garder leur superflu. Ils en répondront devant notre Seigneur. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, je citerai leur nom. Voilà. Voilà. Mais bon, je sais pas. Par charité chrétienne, je le ferai peut-être pas. Voilà, si je le fais, ça sera vraiment que ça sera sorti de ma bouche, mais je vais les épargner. Je vais les épargner. Donc voilà, tout simplement. Donc, il faut penser à son prochain. Et quand on a des besoins raisonnables, tout le reste, c'est du superflu et il doit servir aux pauvres. Voilà. Alors après, le commerce et le profit. Le commerce et le profit. Donc, que dit saint Thomas d'Aquin? Le commerce en soi est moralement neutre. Il devient louable s'il est ordonné à la subsistance de la famille ou au bien commun. On en revient toujours au même. Par contre, il devient répréhensible s'il est pratiqué uniquement pour le gain illimité. Donc le profit modéré est licite comme salaire du travail du marchand. Effectivement, le marchand, il prend des risques, il a des charges, voilà, il doit transporter ses marchandises, il doit les conserver, etc. Donc voilà, il doit pouvoir couvrir ses coûts. Et donc, c'est normal qu'il fasse un profit, mais un profit modéré. Parce que d'ailleurs, dans la doctrine sociale de l'Église, on peut regarder toutes les encycliques, notamment Rerum Novarum de Léon XIII,
le pape Léon XIII considère à très juste titre, mais il n'y a pas que lui, que faire du bénéfice, c'est signe de vitalité économique. Mais il faut que ça soit un profit raisonnable. On en revient toujours au même. Voilà. Alors après, bon là, on n'a pas le temps. J'aurais pu parler de crématistique. Donc ça, c'est une notion qui avait été développée par Aristote. Alors Aristote, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était un philosophe grec qui a vécu 4 siècles avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc lui, il avait développé la notion de crématistique. Qu'est-ce que c'est que la crématistique? C'est l'art d'acquérir les richesses, mais acquérir les richesses pour les richesses, et seulement pour les richesses. Et ça, il le condamne, et ça, il l'a condamné à très juste titre, très ouvertement et très fermement. Voilà. Alors après, saint Thomas d'Aquin, pareil, il condamne la crématistique, mais en même temps, dans sa souplesse qui le caractérise, il a considéré que on pouvait bien évidemment créer de la richesse, mais dès l'instant que ça concourt au bien commun. On en revient toujours au même. Parce Voilà. Alors qu'après après, les grands patrons catholiques sociaux, notamment à la fin du 19e, début du 20e, il y a eu ce grand mouvement des catholiques sociaux qui s'est illustré par des grands patrons qui ont investi au service de l'alphabétisation de leurs ouvriers, du développement de jardins sociaux, de logements sociaux, etc. Et effectivement, voilà, il serait très utile aujourd'hui de redévelopper auprès des chefs d'entreprise et particulièrement des grands chefs d'entreprise cet enseignement du catholicisme social et de l'économie catholique juste. que Dieu vous entende, cher Alain. Donc, en tout cas, le CIERP va essayer de s'y atteler, hein. Donc voilà, donc du coup, j'en profite. S'il y a un vrai catholique, pas un catholique tiède ou de façade, qui veut m'aider, eh ben, pas de problème. Il me contacte sur www.csurp.fr et ça sera avec plaisir que je lui expliquerai mon projet. D'ailleurs, tout est prêt, hein. Il y a déjà eu un business plan, entre guillemets, qui a été élaboré. Euh, donc, pas de problème. Je suis ouvert. Voilà. Après, nous allons parler d'un dernier sujet développé par saint Thomas d'Aquin. C'était le travail et le salaire. Alors, pour lui, le travail a une double justification. C'est tout d'abord un remède au péché, dans le sens de la pénalité. Et effectivement, là, c'est sûr que quelque part travailler, c'est pas une peine. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en travaillant pour le bien commun, pour nourrir sa famille, pour l'harmonie entre tous, quelque part, on plaît plus à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de pénalité. Mais c'est une pénalité qui concourt à notre salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que notre vraie vie, elle est pas sur terre. Elle est dans l'au-delà. Et donc, effectivement, plus on plaira à Dieu sur terre, notamment par le travail, et plus on maximise ses chances de se retrouver un jour Au ciel. au royaume de Dieu. Et d'ailleurs, justement, à nos amis les riches, les amis entre guillemets, bah, je vais leur rappeler une phrase. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer au royaume de Dieu. Ça, ils l'oublient, hein, nos amis les riches, hein. Voilà. Bon, alors après, deuxième justification au travail et au salaire, c'est le moyen, comme je l'ai dit, de pourvoir à la vie. Le salaire doit être suffisant pour faire vivre le travailleur et sa famille selon sa condition. Voilà, voilà. Donc là, j'ai essayé de brosser de façon très Une synthétique. synthèse, oui, oui, en quelques instants. Évidemment, on ne peut pas développer tout cela, mais vous avez résumé les grands points de ce qu'est le, le- la notion d'entreprise catholique ou de chef d'entreprise catholique, d'économie catholique. Et donc, je vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller effectivement regarder, écouter cette vidéo disponible sur le site du CIERP, réalisée par
Antonio Impellizzeri, avec le concours de l'Honest aussi, une association dirigée par Maître Virginie Arrojo de Reccia, Je salue que je d'ailleurs. salue également par cet intermédiaire. Donc, je rappelle votre ouvrage. Il est disponible de quelle façon? Dites-nous comment se le procurer. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site du CIRP, www.csciurp.fr, et sur toutes les pages du site, vous avez justement l'image du livre, et, euh, et donc vous cliquez dessus, et vous allez tomber sur le site d'achat en ligne qui est donc euh, l'éditeur de mon site, de mon livre, pardon. Voilà. Merci beaucoup à vous, Antonio Impellizzeri, d'avoir répondu à nos questions. J'invite donc bien sûr tous les chefs d'entreprise catholiques à entrer en contact avec Antonio Impellizzeri pour contribuer au bien commun, à un projet de syndicalisme catholique tel que l'Église l'a promu autrefois. Et puis, pour ceux qui voudraient m'envoyer leurs livres, qu'ils soient éditeurs ou auteurs, je les invite à m'adresser leurs ouvrages à mon adresse postale 152 rue Auguste Lambiotte à 1030 Bruxelles. L'adresse s'inscrit au bas de l'écran. Et puis, bien sûr, aussi, je les invite à soutenir le site Mediapresse Info. Cette émission n'existerait pas, ne pourrait pas continuer à exister sans que perdure le média libre Mediapresse Info, qui est un média accessible gratuitement, mais pour autant qui a besoin de la générosité de ceux qui le peuvent pour continuer à subsister, pour que justement cette information soit accessible gratuitement au plus grand nombre. Eh bien, il faut que le petit nombre qui en a les moyens, lui, participe financièrement au développement de ce site Mediapresse Info. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.